Bonjour à tous. Alors, je me permets de me présenter puis de vous présenter un petit peu le contexte de ce webinaire. Donc, je m'appelle Ghislaine Verrieste-Leblanc. Je suis directrice générale de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, accompagnée de ma responsable de communication, Laurence Bonhomme. On est ravis de vous accueillir sur un webinaire, une série en fait de webinaires qu'on a appelé Une heure pour comprendre, qui vise à sensibiliser sur des thématiques sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude d'avoir de la culture ou de l'acculturation, des sujets qui nous paraissent particulièrement stratégiques ou sur lesquels notre réseau nous a interrogés. On va d'ailleurs commencer du coup avec Nicolas Chebroux, donc, qui est membre actif de notre association et coordonnateur national d'un projet qui s'appelle le projet interassociatif de développement de la culture du risque et de la sécurité civile sur lequel il interviendra tout à l'heure. Donc, on remercie pour sa présence et il sera accompagné aujourd'hui de Stéphane Linou, expert en matière de résilience alimentaire, qui nous fait le plaisir d'intervenir pour la deuxième fois aux côtés de la FPCNT pour vous parler de ce risque de rupture d'approvisionnement. On a choisi aujourd'hui de les associer parce que finalement, le premier sujet qui concerne le citoyen, c'est aussi son assiette et que finalement, il y a quand même au niveau des risques majeurs, d'une part, la nécessité d'une implication individuelle du citoyen et un risque de rupture d'approvisionnement sur lequel il faut se préparer et on n'est pas forcément en avance en France et d'autres pays. Alors, en parlant d'éthique et de mobilisation citoyenne, Nicolas nous parlera de son expérience québécoise qui nous a inspiré au niveau national. Et puis Stéphane Linou nous parlera de ce sujet aussi vieux que le monde, mais sur lequel la France n'est pas forcément à la pointe de la préparation. Mais on compte sur vous après le webinaire pour creuser et avancer ensemble sur ce sujet. Une heure pour comprendre, plutôt basé en fin d'après-midi, de 17h à 18h, pour permettre au plus grand nombre, après la journée de travail ou pour les Antilles, à la pause méridienne, de profiter finalement de ces 1 heure de conférence sur un format un petit peu ramassé. On n'hésitera pas, après le webinaire, à vous envoyer des liens, des ressources si vous voulez creuser les sujets qui vous intéressent. Pour cette année, on a prévu une série de 5 webinaires. On commence aujourd'hui donc avec culture du risque, sécurité civile et résilience alimentaire. Suivront ensuite sur le mois de décembre 2 webinaires complémentaires sur la communication en cas de crise. Le sujet étant très dense, on a choisi de le traiter en 2 parties avec Carlo Zaglia qui nous accompagnera. On parlera également du rôle et des responsabilités des différents acteurs, du citoyen en passant par la collectivité au service de l'État et à d'autres intervenants face à des crises naturelles et technologiques, avec Johanna Leplanois, membre de notre association et avocate spécialisée en droit de l'environnement, qui reviendra d'ailleurs en fin de cycle de ces 1 heure pour comprendre, juste avant la trêve de Noël, pour nous parler du sujet de recul du trait de côte, qui nous préoccupe aujourd'hui sur l'ensemble du littoral national. Sur ce format-là, vous dire que on a la chance d'avoir 2 experts qui vont se succéder dans les prises de parole et faire un trait d'union entre leurs 2 sujets, que vous aurez à disposition les supports de présentation ainsi que l'enregistrement vidéo si vous voulez voir ou vous inspirer de quelques éléments qui vous sont présentés. On vous enverra en complément donc de la documentation et des sites internet si vous voulez creuser. Et on se permettra également, en fin de webinaire, Laurence nous a proposé un petit questionnaire de satisfaction. Elle vous enverra le lien dans le chat. On vous remercie vraiment de renseigner ces questionnaires qui nous permettent, nous, de progresser pour mieux répondre à vos attentes et d'identifier avec vous peut-être des thématiques à traiter l'année prochaine, parce que si ce format est concluant, on le reproduira l'année prochaine. Sur ce webinaire, on est 70 inscrits. Donc là, je vois que les connexions commencent à monter avec à peu près un quart de communes qui seront connectées, un petit quart également de réserves communales, des organismes plutôt experts, établissements publics, organismes associatifs, universités, syndicats mixtes, etc. Et des citoyens également qui se sont connectés pour bénéficier de ces interventions croisées entre Nicolas Chebroux et Stéphane Linou, qu'on remercie encore pour leur investissement très fort à nos côtés et pour nous faire avancer collectivement sur ces sujets. Je vais laisser tout de suite la parole à Nicolas. On va laisser Nicolas intervenir
Et puis, vous pourrez poser des petites questions dans le chat. Alors, bien sûr, si on n'est pas très nombreux, on laissera la prise de parole directe avec un lever de main qu'on vous invite à faire. Mais si on est 70, voilà, n'hésitez pas à poser au fil de l'eau vos questions dans le chat et puis nos experts essaieront d'y répondre. Après Nicolas, on prendra un petit temps d'échange de 2-3 questions. Stéphane interviendra. Il aura aussi une phase de questions et puis toutes les questions et les réactions pourront nous permettre de finir cette heure ensemble. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire, 1 heure pour comprendre. Et puis merci à Nicolas de nous faire l'honneur de commencer ce cycle de webinaires et de nous présenter ce beau travail qu'il anime aujourd'hui sur le territoire de La Réunion, mais qui est en cours de déploiement pour le niveau national. Nicolas, c'est à toi. Merci beaucoup, Ghislaine. Bonjour à toutes et tous. Bonjour aussi, Laurence. Bien content, Stéphane, de t'accompagner aussi voilà, sur ce webinaire. Donc, de mon côté, comme ça a été voilà, introduit, je vais vous proposer une petite réflexion là, sur la résilience aux catastrophes avec un projet initié à La Réunion, mais comme vous allez voir, qui voyage puisque il a démarré en fait au Québec. Alors, on va y aller en 3 temps. On va regarder justement ce petit héritage canadien, québécois, et je dirais même encore plus montréalais, avec son volet sécurité civile d'abord et ensuite le volet culture du risque. Alors, tout a commencé dans ce fameux événement qui a marqué donc le Québec là en janvier 98, donc voilà, le 25 ans, où une tempête de verglas s'abat sur le Québec, en fait, sur l'est du Canada, et donc, comme vous pouvez voir, constater là, créer un effondrement du côté de toutes les infrastructures voilà, électriques, et qui plonge en fait le Québec, la moitié en fait de la population dans le noir pendant plusieurs semaines, avec beaucoup de dégâts, 3 milliards d'euros à peu près, plusieurs centaines de communes impactées et même une trentaine de morts. Donc voilà, c'était quand même assez voilà, important au point que la sécurité civile a fait l'objet d'une commission d'enquête avec évidemment aussi toutes les questions d'infrastructures électriques et la conclusion en fait de l'ingénieur de l'époque, Roger Nicolet, c'était de développer une culture de sécurité civile et particulièrement en reconnaissant le rôle voilà, des citoyens du milieu aussi associatif. Et sur cette base-là, en fait, les associations de Montréal particulièrement se sont dit, OK, nous, on veut en fait éviter les compétitions qu'il peut y avoir entre nous et on veut en fait le faire à travers 2 objectifs. Le premier, c'est supporter la ville de Montréal et son centre de sécurité civile, son centre de coordination de mesures d'urgence en cas de catastrophe. Donc là, il y a une dimension vraiment plus sécurité civile et aussi diffuser la connaissance des risques majeurs dans voilà, dans nos réseaux associatifs auprès de nos bénéficiaires, de nos bénévoles, mais aussi de nos employés. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que est parti, voilà, à la fin des années 90, ce projet. Ils se sont ensuite réunis, regroupés sous une forme qui s'appelle le ROCMOM, le regroupement des organismes humanitaires et communautaires pour les mesures d'urgence à Montréal. Et voilà, ça fait depuis tout ce temps-là que ça dure. Et donc, ils ont des rendez-vous spécifiques dont on s'est effectivement bien inspiré. Alors, si on creuse un peu sur les services associatifs de solidarité qui sont dispensés par tout ce vivier du milieu associatif, bah, classiquement, vous ne serez pas surpris, on retrouve bon, la réponse à des besoins essentiels, comme vous pouvez voir, l'alimentation, l'hébergement temporaire, des renforts de tout type, notamment des locaux qui peuvent justement devenir des lieux de distribution alimentaire. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'ai expérimenté, pas lors de cet événement, puisque je n'y étais pas, mais lors de catastrophes à l'international, comme par exemple Katrina à la Nouvelle-Orléans, où des organisations religieuses nous ouvraient leurs locaux pour faire de la distribution alimentaire. Moi, j'étais à ce moment-là avec la Croix-Rouge américaine.
Il y a évidemment aussi comme autre service tout ce qui est les soutiens aux personnes vulnérables et en situation de handicap. Juste un petit rappel que les personnes, par exemple, en situation de pauvreté monétaire, c'est 10 millions de personnes en France, donc c'est quand même une grosse partie de nos concitoyens. Les situations de handicap, c'est une personne sur 10 qui déclare avoir une limitation sévère physique, sensorielle ou cognitive. Donc, évidemment, dès qu'une région est touchée, comme là, par exemple, ce qu'on peut voir dans le Nord, on peut penser qu'il va y avoir des personnes en situation de handicap qui vont nécessiter une approche particulière. Donc, comme autre service, comme vous le voyez là, écoute, évidemment, soutien à l'isolement, interprétation quand les personnes ne parlent, par exemple, dans le cas de Montréalais, c'était ni français ni anglais, mais voilà, évidemment, ça peut être ici différemment. Le soutien aux démarches administratives, puisque dans une époque de dématérialisation assez forte, beaucoup de gens qui sont soit illettrés, je vous rappelle que c'est 7% de la population française ou alors qui ne connaissent pas bien le numérique, donc l'électronisme qui touche 20% de nos concitoyens et plus particulièrement les personnes plus âgées. Là, ça peut être un problème quand il s'agit de répondre à des démarches d'assurance ou même auprès de services publics, etc., etc. Donc évidemment, derrière ces associatifs de solidarité, on a un tissu associatif qui est très dense. En France, c'est 1 500 000 à peu près associations, c'est 16 millions de bénévoles, c'est 1,8 million d'employés, c'est 42 milliards de masse salariale. Donc, c'est quand même un secteur qui est important, c'est à peu près 3,3% du PIB, c'est un salarié sur 10 du secteur privé. Alors, le projet qu'on a développé sur cette inspiration montréalaise, il rend compte aussi des observations qui ont été faites depuis plusieurs décennies. Donc, c'est bien humblement qu'on aborde la question, puisque les sociologues, notamment des catastrophes qui sont allés sur le terrain, nous ont bien expliqué depuis voilà, très longtemps que le capital social, si vous tapez Disaster Management Social Capital, vous verrez qu'il y a beaucoup de littérature sur ce sujet qui nous explique tout simplement que, évidemment, les citoyens vont essayer de compter sur leur famille, leurs amis et aussi leur réseau associatif pour répondre à leurs besoins les plus essentiels dès les premiers moments d'une catastrophe. Vous avez aussi les phénomènes émergents qui sont en fait bien documentés comme soit des groupes qui se créent pour répondre à des besoins comme vous avez pu le voir pendant la pandémie, les masques, etc. Ou alors des organisations qui en fait changent leurs services. Par exemple, ça peut être aussi des entreprises qui, par exemple, fabriquaient de l'alcool et se sont mis à faire du gel hydroalcoolique. Donc, on va avoir voilà, beaucoup de phénomènes qui vont se passer de ce point de vue-là. Et au niveau associatif, évidemment, il va y avoir donc une adaptation des services qui vont se faire et ça a été très bien documenté aussi au niveau de la pandémie. La planification d'urgence multirisque, ça c'est le côté que vous allez voir dans les outils qu'on a développés, encore une fois, d'inspiration montréalaise, où l'idée c'était de se placer dans la position de un responsable associatif qui évidemment n'a pas beaucoup de temps en général pour autre chose que de déjà répondre le plus possible à sa mission première et qui donc n'a pas forcément le temps de se pencher de façon vraiment détaillée sur les différents risques ou voilà, différentes spécialités. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faciliter, de vulgariser l'accès à un savoir de planification d'urgence dans leur intérêt le plus immédiat de résilience associative. Enfin, du côté éthique, évidemment, on essaye de favoriser en général l'interaction et on la décline en trois aspects. L'inclusion, puisqu'on vise vraiment à avoir une diversité d'associations qui vont donc participer. On sait que le secteur est très varié, hein, culture, sport, loisirs, environnement, action sociale. Donc, on a beaucoup d'intérêt
à les impliquer. Vous avez la co-construction, puisque, comme vous le verrez, chemin faisant, ce secteur-là qui est déjà très proactif, très présent, qui connaît très bien ses clientèles, ses bénéficiaires, peuvent aussi s'adapter beaucoup avec leurs bénévoles et leurs employés, ont beaucoup d'idées et à ce moment-là nous proposent des manières de faire auxquelles on va s'adapter selon les territoires. Donc c'est vraiment intéressant. Et au niveau du leadership participatif, donc évidemment, on leur propose de prendre cette part de leadership qui leur revient, mais on le fait aussi avec tous les partenaires, les communes, les services de l'État. Et donc, ça peut être très variable. Par exemple, pour un chef d'état-major de zone et son service, ou une DEAL ou une DREAL, de soit regarder les outils ou les messages scientifiques ou institutionnels qu'on va diffuser lors des activités qu'on fait, ou même de venir et de prendre la parole pour voilà, contribuer au dialogue et à s'ouvrir aussi à ce milieu associatif très riche. Alors, de ce fait-là, deux volets. Le premier, sécurité civile. On a donc développé un guide sur la base de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire cette approche facilitante, vulgarisatrice. Donc là, l'idée, c'était en vraiment une vingtaine de pages d'aborder l'essentiel de la planification multirisque pour une association. Voilà, en faisant poser un certain nombre de questions qui leur permettent de tout de suite aller sur voilà, l'essentiel de ce qu'elles peuvent planifier. Alors, pour une petite association, ce qui est bien, c'est que ça peut aller assez vite, puisque si, par exemple, elle a peu ou pas d'employés, ça peut se résumer assez facilement. Pour d'autres, c'est peut-être plus complexe, mais il y a plus de monde, donc le côté facilitant de l'outil peut bien les servir. Le deuxième outil, c'était de répondre un peu aussi dans ce que j'ai vécu, donc quand moi je l'avais développé à Montréal, cet aspect-là, avec le milieu associatif local, c'est d'éviter le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire les gens nous ont dit, bah, c'est bien, effectivement, le guide est très important, ça nous éclaire sur ce qu'on a à prioriser comme effort de planification, mais est-ce que vous n'auriez pas un petit modèle qui nous permettrait de partir, voilà, et de nous lancer, puis quitte à ce qu'après on fasse un document qui soit vraiment plus voilà, à notre identité. Et donc on a fait tout simplement ce canevas que vous voyez, donc qui leur permet de, dès les rencontres qu'on fait avec eux, d'inscrire un certain nombre d'informations qui correspondent à leur organisation par rapport à la planification de mesures d'urgence. Donc comment s'alerter, comment organiser la coordination des actions, quels services on va offrir, etc., etc. Finalement, on a fait cette petite fiche réflexe inspirée des bonnes pratiques voilà, de la gestion des catastrophes, de la gestion de crise, si on peut dire, où on leur propose que bah, s'il arrive quelque chose demain, vous avez déjà de quoi tout de suite vous ramasser dans un centre, une salle de coordination, vous poser les bonnes questions, dans un premier temps une analyse de la situation, dans un second temps bah, de planifier vos interventions aussi en fonction de ce que font les différents partenaires et évidemment au premier chef tout ce qui est sécurité civile et services d'urgence de l'État ou de la commune, pour ensuite bah, arriver dans un troisième temps à gérer cette coordination au long cours de leur intervention. Le dernier document qui est vraiment là encore en préparation sur le point d'être terminé, c'est le répertoire opérationnel qui avait été mis en action du côté montréalais très rapidement après leur événement donc de janvier 98 lorsqu'ils avaient souhaité donc avancer fortement pour être solidaires ensemble en lien avec la sécurité civile de Montréal. Et là, c'est pareil. Donc, on a ce répertoire à double entrée, une entrée qui donne par association le type de services qu'ils peuvent offrir, et l'autre entrée qui sont bah, les différents services qui résument ce que vous avez vu dans la diapo qui mentionnait les différents services, où là on peut savoir, bah, par exemple, vous ouvrez un centre d'hébergement
dans une commune, vous avez vos partenaires habituels, Croix-Rouge, Protection civile, qui vont donc évidemment arriver, eux, avec leurs bénévoles formés, leur structure, et donc vous épauler fortement. Mais si l'événement est vraiment majeur, hein, qui nécessite dans la durée, par exemple, du renfort, bah là, vous allez pouvoir ouvrir le répertoire opérationnel et regarder à renfort de bénévoles, et vous pouvez voir sur le territoire communal quelles sont les associations qui vont pouvoir vous épauler là-dessus. Donc, cet outil-là est particulièrement intéressant pour la partie plan communal de sauvegarde. Parmi vous, là, ceux qui font partie du milieu communal, ça peut vraiment enrichir votre planification également, d'où l'intérêt, quand on fait les ateliers de préparation aux catastrophes, d'avoir aussi des représentants communaux. Et c'est ce qui est arrivé à La Réunion, où la représentante, la directrice en fait de la sécurité civile, est venue nous parler notamment du DICRIM. Pour le volet culture du risque, on a donc là, par exemple, quand je vous parlais co-construction, leadership participatif, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'à La Réunion, la Fédération d'éducation populaire du chef-lieu de Saint-Denis nous a dit, écoutez, nous, on est prêts, on veut faire un événement tout de suite, on a l'habitude de faire des cafés associatifs, alors voilà, quand vous voulez, on peut y aller. Donc en juin 2023, on a organisé ce premier événement-là. Et évidemment, là, l'idée, c'est de parler du local, du micro-local, un peu de la région aussi, d'apporter des éléments de science qui viennent compléter une connaissance qui est quand même présente déjà. Les citoyens, en fait, et le milieu associatif, souvent connaissent quand même un minimum les risques. Donc, c'est plus de compléter et d'ajuster ces connaissances. On va aussi favoriser le retour d'expérience de certains d'entre eux, et notamment pour favoriser le dialogue intergénérationnel avec ceux qui ont pu vivre dans le passé, et même des fois très lointain, des expériences qui ont été marquantes, mais qui ont pu montrer une certaine résilience, justement, qu'on cherche à renforcer. Et l'intérêt également, c'est cette acculturation croisée dont je parlais déjà un peu, en mettant dans une même salle des représentants, voilà, de l'État, de la commune et du milieu associatif sur une thématique d'intérêt général, avec une sorte une arrière-scène de projet de société pour converger vers voilà, l'information la plus essentielle et la plus utile à avoir en situation de catastrophe pour être prêt et bien agir dans son environnement. Alors voilà, par exemple, un petit montage là qui a été fait sur ce premier événement de culture du risque qu'on a fait donc à La Réunion, où vous voyez une personne de la DEAL de La Réunion qui anime avec des partenaires de la FPCNT et donc les associations membres de la Fédération d'éducation populaire à Saint-Denis. Vous voyez aussi d'un point de vue culture du risque, un témoignage qu'on a fait aux Assises régionales des risques naturels organisées par la DEAL de La Réunion, là dernièrement. Et vous voyez donc dans cette table ronde dédiée à Ensemble nous les parés, donc le nom donné au projet Culture du risque et sécurité civile à La Réunion, ben, en fait différents acteurs. Vous avez à droite une personne, une élue de la commune donc de Saint-Denis. Vous avez à sa droite l'ancien président du ROCOMOM, Michel Doré, qui donc a pu venir jusqu'à La Réunion pour témoigner de cette expérience. Vous avez à la droite de cette personne-là la personne directrice de la Fédération d'éducation populaire qui venait justement témoigner de son expérience de café associatif. Et enfin, tout à gauche, un représentant de l'AFPCNT qui veille à ce que tout se déroule bien entre ces différents acteurs. Alors voilà pour moi. Je vous remercie beaucoup et au plaisir de discuter de ces sujets, d'avoir vos questions plus tard. Merci beaucoup, J'enlève le partage. Nicolas, pour cette présentation et ce sujet passionnant. Peut-être pendant que nos participants réfléchissent aux questions qu'ils souhaiteraient poser dans le chat, moi j'avais deux questions pour toi. Alors, on sait Oui, qu'il y a dans le panorama des associations plus aguerries et même qui ont des responsabilités, je dirais, affichées et estampillées, hein. Je pense aux associations agréées de sécurité civile.
Comment elle s'intègre dans le dispositif? C'est une question qui nous est souvent posée, que peut-être certains d'entre nous connectés aujourd'hui se posent. Et la deuxième question, c'était pour toi, par rapport à cette mobilisation du tissu associatif non spécialisé en prévention des risques et gestion de crise, comment arriver à les mobiliser de façon durable et quelles sont les clés de la réussite finalement de cette mobilisation citoyenne et associative? Donc, deux questions. Merci beaucoup. Alors, pour tout ce qui est association agréée de sécurité civile, réserve communale, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir compléter leurs actions. Donc, là, l'intérêt, c'est de regarder sur le territoire qui est déjà à l'œuvre sur ces questions-là et à ce moment-là, les inviter à faire partie des différents événements que nous organisons. Donc, à La Réunion, par exemple, il y a un acteur Croix-Rouge qui est très important. Donc, évidemment, on a présenté la démarche dès le départ et de plus en plus, on essaye de voir des activités à réaliser en commun. Donc, le dialogue qu'on a aussi avec l'état-major de zone qui peut nous dresser un portrait facile de justement quelles sont ces différentes associations qui sont déjà présentes. À ce moment-là, l'idée, c'est de pouvoir s'enrichir mutuellement et par exemple en les faisant participer, puisqu'elles ont beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expérience, mais aussi peut-être un intérêt, par exemple, à recruter des nouveaux membres qui seraient intéressés de faire vraiment de l'intervention d'urgence à leur côté. Donc, tout ce qu'on peut faire bénéficier en voilà, développant cette tribune multi-acteurs, à ce moment-là, on le fait. Et on espère que tranquillement mais sûrement, tous ces dialogues-là puissent s'élargir. Et comme actuellement, effectivement, on essaye de le développer aussi dans l'Hexagone et avec une approche nationale, là, on a de plus en plus de contacts avec donc soit des associations agréées de sécurité civile qui peuvent être aussi régionales, locales ou nationales, et aussi le milieu des réserves communales. Donc, par exemple, les réserves communales, on a fait une table ronde sur la mobilisation de la population à l'Assemblée nationale au Forum des Irisés dernièrement. Et à côté de moi, il y avait la métropole de Bordeaux, le Centre national des réserves communales de sécurité civile. Et je pense que c'était à peu près ça. Donc voilà, on essaye de faire une belle collaboration. Sur la mobilisation en général voilà, des citoyens de ce milieu associatif, je dirais que surprenamment, si je peux dire ça comme ça, on a en fait un milieu associatif qui est très réactif, qui comprend tout de suite les enjeux, qui, une fois que ces enjeux sont compris, voilà, a envie de participer. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que leur rôle paraît très clair sur le fond du service qu'ils peuvent donner. Par contre, évidemment, l'intérêt pour eux, c'est aussi de comprendre un peu mieux de ce qu'est l'intervention de sécurité civile en général, qui fait quoi entre les différents acteurs. C'est vrai que ça fait l'objet de cours voilà, que certains ont peut-être parmi vous ont peut-être suivi. C'est pas forcément facile au départ de comprendre, mais encore une fois, on essaye de vulgariser ça pour leur dire finalement, voilà, vous êtes très important, vous avez une partie de la réponse, vous faites partie de la solution clairement, et donc on va se baser sur ce que vous faites le mieux. Et donc, cette approche-là d'ouverture crée en fait, je pense, une des bonnes conditions de succès là, de mobilisation du secteur associatif. Merci pour tes réponses très précises, hein. C'est vrai qu'on le voit sur les territoires, l'engagement associatif et l'engagement citoyen existent malgré ce qui se dit un peu partout de ce déclin d'engagement. Il existe encore et c'est vrai que souvent il faut arriver à faire connaître, à valoriser ces potentiels et à les mobiliser utilement pour qu'ils s'expriment pleinement. Donc,
Merci en tous les cas pour tout ce travail que tu mènes, sans compter au niveau de ton investissement. Justement, donc on parle du citoyen et donc on va faire le lien avec l'intervention de Stéphane Linou, qui va lui nous parler d'une des préoccupations des citoyens, c'est quand même la partie alimentation et risque de rupture d'approvisionnement qui existe dans les crises passées majeures, qu'on a peut-être un peu oublié, attiré, happé par d'autres crises plus modernes et plus récentes, mais qui est pour le territoire français, hein, une vraie fragilité. Et donc, Stéphane va nous parler de son expérience et de toute l'expertise et l'accompagnement qui peut apporter au territoire sur ce sujet. Stéphane, c'est à toi. Après ton intervention, on prendra quelques questions et puis n'hésitez pas à réfléchir, hein, au niveau des participants à des questions croisées pour Stéphane et Nicolas à la fin de son intervention. Stéphane, c'est à toi. Très bien, mais merci tout d'abord à la FSNT, hein, d'avoir programmé à nouveau ce sujet et de l'avoir articulé avec les travaux de Nicolas, avec qui je suis très content de faire une intervention croisée. Parce qu'en fait, la sécurité civile et l'estomac, pour moi, c'est quelque part allié. Tout simplement parce que l'alimentation et la sécurité, c'est le plus vieux sujet du monde. Et depuis qu'on a le ventre plein, du moins chez nous, on l'a complètement oublié. On a complètement oublié que notre espèce n'a pensé qu'à ça jusqu'aux années 60 à peu près. De penser, c'était quasiment qu'à ça, c'était notre préoccupation première. Et depuis qu'on a découvert et exploité et surexploité les énergies faciles, les énergies fossiles, charbon, pétrole, eh bien en fait, on s'est dit, se nourrir est une affaire réglée. Au pire, ça viendra toujours de quelque part. Et au pire, papa État doit avoir un plan. Il doit y avoir des stocks cachés, les pompiers, de l'armée ou autre. Donc pourquoi se préoccuper de ce sujet qui est quelque part réglé, puisqu'on ne se préoccupe jusqu'à présent, hein, que des problèmes d'excès de nourriture, que d'un éventuel non-accès, du moins dans nos pays assez à l'abri encore. Parce qu'en fait, on a commencé par courir après la nourriture. Lorsqu'on était chasseur-cueilleur, notre ventre allait vers la nourriture. Ensuite, lorsque le climat s'est stabilisé et réchauffé, le climat qu'on a détraqué, cette nourriture, on l'a fait pousser autour de notre ventre. C'est là qu'on a inventé l'agriculture néolithique. Et ensuite, pour sécuriser les récoltes, c'est là qu'on a inventé les villages. C'est là qu'on a inventé les communautés, c'est là qu'on a inventé les stocks, donc pour stocker et sécuriser les grains, qu'on a collectivement sécurisé autour de notre ventre. C'est là qu'on a inventé l'aménagement du territoire au niveau local. C'est là qu'on s'est dit, de telle colline à telle colline, c'est à nous, collectivement. Et c'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Donc après que notre ventre soit allé vers la nourriture, après qu'on l'ait produite autour de notre ventre, et après qu'on l'ait sécurisé collectivement autour de notre ventre, et bien maintenant, c'est la nourriture qui vient à notre ventre. On a inversé les flux. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, sur le est-ce qu'il y a des stocks, sur le est-ce qu'il y a quelqu'un qui est maître de tous ces maillons qui composent cette chaîne alimentaire. Et si l'on se questionne sur ce sur quoi était basée justement la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls au Moyen-Âge par exemple, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait se protéger des agressions, donc il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, en fait, l'ordre public. Parce qu'avant qu'on invente les États-nations, bon, et en France, les nations-États, et en France, c'est le contraire, c'est État-nation. L'ordre public a été quasiment géré au niveau local. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation, contrôle, connaissance des flux, existence de stock,
Et cette question-là, pourquoi elle était politique? Pourquoi elle était collective? Parce que la hantise des ancêtres des mères, c'était quoi? C'était que le peuple se révolte par le ventre. Donc en fait, le plus ancien couple de risque qu'il y avait, c'était le couple de risque approvisionnement alimentaire et ordre public. Donc en fait, c'était, contrairement à maintenant, mais ça peut changer, la pénurie, c'était la règle. L'abondance, c'était l'exception. Donc on était organisé autour de la règle qui était la pénurie. Donc il y avait une conscience, une responsabilisation, une discipline et une mise en œuvre d'action collective, donc politique, qui se rajoutaient à une conscience, à une responsabilisation, à une discipline et à une mise en œuvre d'action individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin. Chacun stockait ce qu'il pouvait. Chacun cuisinait. Donc cette addition-là n'empêchait pas l'existence des famines, mais au moins en cas de pépin, ça sauvait les meubles. Donc en fait, il y avait une culture du risque qui était partagée entre les individus et leurs représentants. Et chacun faisait sa part. C'était tellement du bon sens qu'il n'y avait même pas besoin de le dire. Et d'ailleurs, ça se voyait au niveau de l'aménagement du territoire local. Le foncier était ménagé. Pourquoi? Parce qu'il était nourricier. Et ce qui était nourricier était directement relié à des questions d'ordre public. Donc en fait, tout cela était tombé tellement sous le bon sens que cette culture du risque était permanente et partagée. Et petit à petit, cette question-là est sortie des têtes individuelles et des têtes collectives depuis que on peut, grâce aux énergies magiques, charbon, pétrole, les énergies faciles, qui font que le coût du transport ne coûte rien. Donc du coup, on peut faire venir de loin d'autres, les produits qu'on a décidé de ne plus produire sur place et d'envoyer ailleurs des produits sur lesquels on s'est focalisé. C'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Ce qui a fait qu'entre-temps, on a perdu les outils, les savoirs et le fléchage de la consommation. Donc en fait, tout cela a fait que nos infrastructures nourricières territorialisées, qui étaient partout présentes, parce qu'il n'y avait pas le choix, hein, bien en fait, on les a complètement détricotées, faute d'entretien. Et comme il n'y a pas eu non plus de pénurie ou de piqûre de rappel depuis un petit moment, c'est aussi sorti des têtes des gens, des têtes individuelles. C'est-à-dire que le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire n'est plus dans les têtes des individus et ni dans les têtes de leurs représentants, quoique ça commence à changer. Donc j'ai fait un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires il y a quelques années pour aller voir si le plus vieux sujet du monde était pensé et traité dans les endroits où logiquement il se pense, il se traite. Est-ce que dans le monde des risques et de la sécurité, on pense à la production alimentaire? Est-ce que dans le monde de la production alimentaire, on pense au risque et à la sécurité? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Donc en fait, voilà, donc je m'étais fait encadrer par un ancien colonel de Légion, par un géographe et par la division du renseignement de la gendarmerie nationale et par la zone de défense et de sécurité de Paris pour aller prendre la température de ce sujet. Et c'était donc avant la pandémie. Et mon scénario, c'était donc en 2008, lorsque j'avais lancé le mouvement Locavor en France, c'était imaginons qu'un jour, il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec le peu que l'on produit à titre individuel, le peu que l'on cuisine, le peu que l'on stocke, avec le fait que se fournit pour à peu près 70% de notre alimentation qui n'a que 2 jours de stock, avec le fait que nos infrastructures nourricières de proximité, que j'appelle les microbiotes alimentaires de territoire, sont tous moribonds parce qu'il manque des maillons, donc ils sont tous perfusés, avec le fait qu'il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, et avec le fait aussi qu'il n'y a pas de stock alimentaire stratégique d'État.
et qu'entre-temps, nous sommes tous devenus intolérants à la frustration. Donc, en termes de résilience alimentaire, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc, c'était donc en 2008, lorsque j'avais fait l'expérience de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette pendant un an, c'était permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, une question d'ordre public. C'est tout simplement pour rappeler le plus ancien couple de risques que l'on a individuellement et collectivement oublié. Et lorsque j'ai fait mon enquête un peu plus de 15 ans après, 10 ans, 12 ans après, c'était le scénario, est-ce qu'une cyberattaque venant d'Ukraine sur la chaîne de la logistique alimentaire provoquerait des troubles à l'ordre public? C'était avant le Covid. Existe-t-il des plans de continuité alimentaire dans les territoires? Est-ce qu'il y a des stocks? Tout ça. Et en fait, les militaires, pompiers, syndicats agricoles, tout ça m'ont concrètement répondu. Non, effectivement, merci d'avoir posé la question. Effectivement, on ne voit pas ce sujet de manière transversale et on ne saurait pas comment s'en occuper. Donc, très concrètement, c'est un trou dans la raquette, encore, dans nos politiques d'anticipation et de gestion des risques. Donc, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, du moins jusqu'en 2019, au moment où j'ai édité mon mémoire de recherche, n'était même pas pensé, mais il a atterri au Sénat, ce sujet, porté par une sénatrice, Françoise Laborde, qui a fait dire donc au ministre de l'Intérieur que oui, c'est un risque majeur. Mais rassurez-vous, si ça arrive, on a les plats hors sec. Alors, les plats hors sec, vous le savez, ça marche très très bien pour un problème limité dans le temps et limité dans l'espace, mais pas pour un problème d'ordre systémique. Et après arrive le Covid qui a bien mis en avant nos fragilités. Et depuis, je forme partout en France des collectivités, des élus, pour encore démontrer que c'est un sujet, parce qu'il y a encore besoin de démontrer que c'est un sujet, de démontrer que, en fait, Papa État n'a pas de plan, mais 3, qu'on peut quand même faire des choses avec des dispositifs qui existent déjà. Et ces dispositifs sont les plans communaux et les plans intercommunaux de sauvegarde. Donc oui, il est possible d'enrichir son plan communal de sauvegarde avec le risque que l'on veut, bien évidemment en mettant, à condition, je veux dire, de mettre des mesures de prévention et des mesures de protection pour limiter les effets de ce risque s'il se réalise. Et c'est là qu'on peut sortir d'autres dispositifs qui existent déjà, mais qui ne sont pas utilisés pour ça. Ce sont les projets alimentaires territoriaux, les plans climat, air, énergie, territoire, les plans locaux d'urbanisme sur la planification territoriale, les schémas de cohérence territoriale et tout ça. Donc, en fait, en partant d'un impensé, démontrer, on peut faire de la planification écologique au niveau des territoires parce que tout est compliqué. C'est tellement compliqué. Tout le monde, personne n'y comprend rien à cette planification écologique. L'énergie, le climat, la démographie, la biodiversité, tout ça, tout le monde est perdu. Et en passant par l'alimentation, on peut non seulement impliquer des gens, mais aussi, avec ce sujet, influer sur tous les autres. Parce que lorsque vous agissez sur l'alimentation, vous agissez aussi sur le climat, sur l'aménagement de l'espace, sur la santé, sur la sécurité, sur l'eau, sur le pouvoir d'achat et tout ça. Donc en fait, avec l'alimentation, c'est un cheval de Troie qui permet justement d'agir sur tous les autres sujets. Et plusieurs communes, suite à ces formations, ont enrichi leur plan communal de sauvegarde avec ce risque-là et sont en train de rédiger leur DICRIM et leur projet et leur plan communal de sauvegarde. Donc en fait, c'est une façon de rendre un peu plus systémique les projets alimentaires territoriaux. C'est-à-dire de rendre ces projets alimentaires territoriaux réellement, pas forcément encore supérieurs, mais quelque part un peu quand même,
pour les mettre en parallèle avec les plans locaux d'urbanisme. C'est-à-dire que si on arrive en tant qu'élu, en tant que collectivité, à dire et à faire et à politiquement se positionner sur le fait que le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire est un risque majeur au même titre que le risque inondation ou le risque feu de forêt ou le risque de transport de matières dangereuses ou autre. Là, c'est pas pareil. Là, la question alimentaire, ça devient sérieux. Donc, du coup, on peut plus facilement la décliner sur le foncier, sur les outils de transformation qui peut-être attendent des financements complémentaires, sur l'accompagnement des gens dans le cadre de l'économie sociale et familiale, du pouvoir d'achat ou autre. Donc, c'est tout simplement inverser le regard et considérer l'alimentation comme un fait de société et un risque majeur, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Donc, en fait, c'est assez inclusif et œcuménique, vraiment œcuménique comme sujet. Et donc, il y a tout un tas de territoires là, et notamment beaucoup de parcs naturels régionaux, de communes, de métropoles, de tiers-lieux qui me font intervenir. Et notamment, là, il y en a 3. Donc, le Courrier des maires a pondu un article au mois d'avril qui cite justement 3 communes que j'avais formées. Donc, la première, ça a été Biriatou, au Pays Basque. Vous avez eu Drou-sur-Drouette et Saint-Germain-la-Prade dans le 43, et il en arrive d'autres. Donc, c'est le tout début. C'est le tout début, mais le plus vieux sujet du monde, jusque-là, était un impensé dans les politiques publiques. Et là où on se complète bien aussi avec Nicolas, c'est l'aspect préparation des populations, et même Ripsimé Torossian, avec qui je travaille régulièrement, c'est la préparation des populations, réellement. Et il n'y a pas 50 sujets qui permet d'accrocher et d'approcher les populations. L'assiette, il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Qu'on soit jeune, vieux ou autre, l'assiette et l'alimentation, ça parle à tout le monde. C'est pour ça que je fais relever des défis locavores bas carbone régulièrement, le même jour que les formations pour élus que je donne, où des cantines, des restaurateurs ou autres réalisent un repas de fête local, chic et pas cher et bas carbone. Donc là, c'est un défi, tout simplement, pour voir en fait dans un rayon restreint, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, et qu'est-ce qu'on sait en faire. Donc, moins de 51 km autour de l'assiette, bien présenté et à moins de 9,50 € par personne, donc pour ce repas de fête, 9,50 € coût matière et correctement payé au producteur. Et bas carbone, moins de 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. 1,6 kg, c'est tout simplement le budget carbone par jour et par personne pour l'alimentation qu'on est censé respecter si on veut respecter les accords de Paris sur le climat, signés lors de la COP21 en 2015. Vous savez le truc qu'on a signé mais que personne n'est venu expliquer. Donc là, avec l'alimentation et avec ces défis-là, je me dis, tiens, on va essayer d'incarner quelque chose et de faire comprendre quelque chose. Et en faisant parler l'assiette, on voit ce que le territoire a dans le ventre. Et ça permet de tirer les fils de plein de choses avec l'assiette. On tire le fil du foncier, on tire le fil de l'eau, on tire le fil de la santé, des risques, de la sécurité, du climat, du pouvoir d'achat. Donc, en fait, faire parler l'assiette à travers des défis, c'est la meilleure façon d'impliquer les gens. De toute façon, on ne peut pas être bon sur tous les sujets. Tout est enchevêtré, mais quelque part, il faudrait faire preuve de complexité. C'est tout simplement essayer d'identifier le simple dans le brouillard du complexe. Et les risques systémiques, la planification écologique, tout est enchevêtré, tout est compliqué, tout est complexe, mais il y a un sujet qui permet d'amener du monde et de faire comprendre et d'agir sur les autres, c'est l'assiette. Donc voilà, pour faire court. Non, mais merci pour cette présentation très concrète et toujours aussi excellente. On a plaisir à t'entendre. Alors, c'est vrai que tu l'as dit, hein, finalement, l'assiette, c'est une préoccupation commune qui peut permettre déjà de rassembler. Hein. On sait que la prévention des risques ne passionne pas forcément le commun des mortels et l'ensemble des citoyens, et que la préoccupation aujourd'hui, je dirais pour la plupart d'entre nous, c'est quand même de finir la fin du mois et de se nourrir.
et que ce sujet de l'assiette peut nous rassembler et nous faire progresser sur d'autres sujets. Ça rejoint une réflexion qui a eu lieu dans le chat où finalement une personne intervenait en disant mais finalement cette rupture brutale liée à un croisement risque majeur, on n'y est pas forcément préparé. Alors oui, vous avez raison. Avec Stéphane Linou et Ripsi Métorossian et puis avec l'aide de Predict Service, justement notre association dans le cadre d'une opération nationale qui s'appelle Préparisque, qui propose des exercices flash gratuits de 2 heures à l'attention des communes et des intercommunalités, a joué le 13 novembre dernier, non c'était en octobre, mais on a fait une conférence le 13 novembre dernier à la suite de cet exercice, un exercice qui combinait finalement l'arrivée d'une tempête et même de plusieurs tempêtes successives, ça doit vous rappeler quelque chose, il y a quelques semaines sur le territoire français, qui frappait de très nombreux territoires nationaux et qui induisait ce sujet de rupture d'approvisionnement. Effectivement, dans les retours qu'on a eu des joueurs, on voit que ce sujet-là n'est pas forcément identifié. Stéphane le disait, on est finalement passé d'une pénurie systématique à une abondance qui nous fragilise. On le voit bien, l'accès au tout numérique et le fait qu'on s'appuie sur le tout numérique nous fragilise. Le fait qu'on ait une abondance de tout et une accessibilité à tout, dont l'alimentation nous fragilise aussi parce qu'on oublie finalement que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et puis sur le sujet des risques majeurs, ce qu'on essaie de travailler ensemble avec Nicolas, Stéphane et bien d'autres au niveau de l'association, c'est de voir les choses dans une globalité. On a tendance à travailler monorisque par monorisque, risque sismique, risque d'inondation. Bon, c'est une étape et effectivement, il y a des spécificités, mais voir les choses dans une globalité, risque et menaces et fonctionnement systémique du territoire, c'est aujourd'hui indispensable d'avoir cette vision intégrée, d'une part pour être plus efficace et également pour être plus audible au niveau de la population et de nos concitoyens. C'est pour ça qu'il me semblait vraiment essentiel de vous avoir tous les deux aujourd'hui pour montrer que le cœur du sujet et de ce qui nous attend pour demain, et on est déjà sur ce monde inconnu et sur ce demain plus résilient, c'est vraiment la mobilisation du citoyen en tant que premier acteur de la sécurité et de la résilience nationale, et que le sujet de l'alimentation, sujet oublié, devient un sujet à enjeu parce qu'on pourrait être vulnérable et très impacté demain. Je crois qu'on l'a vu au travers des crises sanitaires Covid qu'on a eues, également des conflits internationaux dans la guerre en Ukraine, où on a vu commencer à avoir des pénuries ou des difficultés d'approvisionnement sur certains produits et voir les tensions que ça pouvait déjà créer au niveau local. Et pourtant, on n'était pas dans la situation de certains pays internationaux qui vivent la pénurie au quotidien. Donc, il faut vraiment qu'on se prépare tous. Sur le sujet résilience alimentaire, on a pu travailler avec Atlas 2 et avec Ripsi Métorossian et l'aide de Stéphane, une plaquette de sensibilisation des citoyens qui va être diffusée dans quelques jours, donc, dont on pourra vous faire bénéficier. Stéphane nous a indiqué quelques sites de référence et également les ouvrages qu'il a pu publier, donc on pourra avancer. Est-ce qu'autour de la visio, il y a des Ghislaine, ton micro a coupé. C'est revenu. Ah, c'est bon. C'est revenu. Vous m'avez pas entendu depuis le début ou ça? Non, ils ont réagi avant. Ah bon. Juste les deux dernières phrases, peut-être. Oui, je disais, est-ce qu'autour de la visio, il y aurait des questions ou des réactions? Alors là, il y a Jackie Bonnet qui nous dit un territoire autonome sur le plan alimentaire est un territoire autosuffisant, pas d'intrants chimiques, pas d'importation, surtout à l'international. Malheureusement, la PAC ne va pas du tout vers cela. En tous les cas, oui, il faut vraiment qu'on réfléchisse à… En 2 secondes, je souhaiterais juste la dernière phrase. Malheureusement, la PAC ne va pas du tout vers cela. Alors, pour être clair, je ne promeux pas l'autarcie. Ce n'est pas du tout ça. Par contre, on a 2% d'autonomie alimentaire par territoire et je ne promeux pas le 100%. Mais entre les 2% actuels et le 100%, on a de la marge. C'est là qu'on jouera la résilience alimentaire de nos territoires et donc la sécurité de nos territoires. Et par rapport à la PAC, oui, effectivement, la dernière PAC n'aborde pas cela. Par contre,
2 jours après le vote de la dernière PAC, donc on était au mois de novembre 2021, la Commission européenne a pondu un rapport qui s'appelle le Contingency Plan, qui dit, bon, ben, pendant le Covid, on a eu chaud, ça a failli péter, mais attention, des pandémies et des cyberattaques, on va en connaître d'autres et pas des petites. Donc, il faut se préparer. Donc, dans ce rapport qui est hallucinant, moi jamais j'aurais cru que la Commission européenne ponde un truc comme si je l'avais écrit, ils disent voilà, il faut que les États se préparent, il faut que tous les États stockent, que tous les États préparent leur population, qu'il y ait des stress tests donc, sur toute la chaîne de valeur de l'alimentation par territoire et d'impliquer les collectivités, le privé et compagnie, et de rééquilibrer circuit court et circuit long. C'est pas un détail, parce que là, pour l'instant, on n'est que sur du circuit long. On est sur à 98% du circuit long. 98% de notre assiette est amenée par camion d'autres régions ou d'autres pays. Donc, évidemment, ils disent, bon, mais sans remettre en cause la liberté du commerce, des échanges et compagnie, il faudrait peut-être rééquilibrer circuit court et circuit long. Donc, je vous invite à le regarder, ce rapport. C'est hallucinant. Parce qu'en creux, on voit tout ce qu'on a à faire. Et pourquoi la Commission européenne l'a pondu 2 jours après? Ben, tout simplement parce qu'elle voulait se couvrir en disant que la dernière PAC n'a pas musclé ses dispositifs sur le sujet. Donc, nous, en tant que Commission, on pose ça. Et ça a été voté par le Conseil de l'Europe, le Comité des régions, le Conseil économique et social européen et tout ça. Donc voilà, donc les analyses et les documents existent déjà. Donc ça veut dire quoi en déclinaison plus locale? C'est muscler nos dispositifs de sécurité civile. Alors, justement, sur le titre de rapport, ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue du webinaire, on va vous envoyer pas mal de références. Donc, ce Contingency Plan de la Commission européenne fera partie des références qu'on va vous envoyer. Comme ça, vous pourrez creuser. J'ai vu une question dans le chat qui m'interpellait et qui rejoignait une question que je voulais te poser. Si chacun autour du téléphone, on voulait prendre contact avec un territoire, un acteur qui a bien avancé sur le sujet, à la fois en termes de sensibilisation des citoyens et de préparation et d'intégration d'un volet rupture d'approvisionnement alimentaire au sein de son PCS ou de son PICS à l'échelle intercommunale, est-ce que tu aurais des territoires à nous conseiller, des contacts à nous conseiller? Alors, des contacts, oui, parce que ce sont des territoires qui, après cette formation, se sont dit, ben ouais, il faut absolument qu'on marque le coup politiquement. Mais ensuite, c'est la rédaction du PCS avec du détail, du travail dans le DICRIM qui suit. Donc, il y a 3 là, donc du moins, je peux déjà commencer à vous donner les noms donc, de Biriatou, Drou-sur-Drouette et Saint-Germain-la-Prade. Et vous verrez donc, et peut-être même Dieu-le-Fit, mais c'est en cours. Voilà, donc ça commence par la prise de conscience, 2, la décision politique d'enrichir le PCS et 3, rentrer dans une démarche d'écriture. Et ce qu'il y a de bien avec ce sujet, c'est que, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, il y a énormément de territoires qui fabriquent de la sécurité sans le savoir. C'est-à-dire que plein d'actions qui se font déjà, eh bien, en fait, on peut les rentrer dans ces dispositifs de sécurité civile. C'est-à-dire les jardins partagés, les ateliers cuisine, regrouper les gens pour qu'ils se rencontrent, geler du foncier pour des installations, mettre plus de produits locaux dans les cantines et compagnie, c'est fabriquer, c'est co-construire de la sécurité. Hein. Mais sans forcément, jusque-là, y avoir pensé et sans avoir mis cet emballage-là. Donc, c'est même si le mot sécurité de loin, ça peut faire peur, mais non, c'est le plus gros de la sécurité, c'est-à-dire la prévention. C'est tout ce qu'on met en place en amont pour pas que l'insécurité arrive. Et c'est là que vous avez tout le monde. Tout à fait.
Écoute, merci beaucoup Stéphane. Je ne vois pas d'autres questionnements au niveau du chat. Donc j'espère en tous les cas, puisqu'on arrive à l'heure de 1 heure pour comprendre que ce format court vous a mis l'eau à la bouche, sans jeu de mots, sur ce thème de la résilience alimentaire et de la mobilisation citoyenne. Comme promis, donc bien sûr, on va vous envoyer le replay une fois monté, les supports de présentation, la liste des documents. Au niveau de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, on vous invite à nous rejoindre pour participer aux travaux qui sont en cours au sein de notre association de développement de la culture du risque et de la résilience de nos territoires face aux risques majeurs et aux menaces diverses face auxquelles il faut qu'on soit collectivement et individuellement plus fort. Et je pense que vous l'avez vu au travers de ces 2 excellentes interventions de Nicolas et de Stéphane, que la richesse de cette association, c'est avant tout celle de ses membres et du réseau qu'elle anime. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous rejoindre et à contribuer. J'espère vous retrouver prochainement sur d'autres webinaires. Donc, le prochain à suivre parlera d'un sujet stratégique également, qui est la communication en situation de crise, donc avec 2 modules. J'espère vous retrouver nombreux et merci par avance surtout de répondre au questionnaire de satisfaction préparé par Laurence, parce que c'est vraiment votre regard critique, vos retours et l'expression de vos attentes qui nous font progresser tous. Donc merci et un grand merci encore à nos 2 experts pour ce très très bon moment de fin de journée avec vous. À très Merci à bientôt. vous. Bonne Merci. Au revoir. soirée.